Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo achat, mais pas que, vu que je vais vous parler quand même un petit peu de certains titres que j'ai lus ou dont j'ai connaissance, qui sont au programme de de ce mois-ci, pardon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à la chaîne, ça aide en visibilité, ça fait que vous serez du coup de plus en plus nombreux à pouvoir dialoguer dans le chat et faire qu'on aura peut-être des lives un petit peu plus longs à chaque fois sur la chaîne. On va essayer de se calmer, hein, parce que 4h45 de live la semaine dernière, c'était peut-être un petit peu violent. Vidéo achat, donc, que je disais, avec quelques cadeaux, mine de rien, cadeau d'une amie, très très gros cadeau d'ailleurs d'une amie. On va parler aussi de 3 services presse, un qui a déjà été traité sur la chaîne et 2 autres qui arriveront très prochainement. Et ensuite, des titres indés, des titres Big Two et de la VO parce qu'il y a eu des promos chez Pulps et donc il y a beaucoup de promos qui ont été achetés. On commence tout de suite déjà avec le cadeau de Laetitia. Si tu regardes cette vidéo, voilà, tu te reconnaîtras avec un cadeau incroyable. Ceux qui ne le savent peut-être pas, je suis un amoureux de tout ce que peut faire Glénat chez Disney. J'ai beaucoup aimé le diptyque qu'a fait Philippe et Camboni. Je suis en train de commencer les intégrales de Don Rosa. Et il y avait, c'est a priori cet ami m'a offert plusieurs intégrales de Romano Scappa. Alors Romano Scappa est un auteur italien plutôt réputé chez Disney. Il a fait énormément de choses, vu que vous voyez là, c'est la 15e intégrale. Donc il y en a quand même quelques-unes. Je crois qu'il y en a d'autres après. Romano Scappa a fait plusieurs personnages Disney. Il a aussi bien traité des personnages des Toons, donc Mickey, Donald, Pluto, etc. Enfin Dingo, pardon. Mais il a mis aussi en scène des personnages des grands classiques Disney. À savoir, là, de ce que je voyais, il y a du Blanche-Neige, il y a du Cendrillon, enfin, il y a plusieurs choses. Et voilà, ces intégrales sont des petits bijoux, des intégrats d'ailleurs, avec une part éditoriale assez intéressante. Et voilà, c'est plutôt du format un petit peu cartoon. Vous voyez, là, on voit, enfin, il y a certaines planches, on va voir le chat d'Alice au Pays des Merveilles avec Donald. Je vous incrusterai les planches de toute façon. Enfin, voilà. Donald étant si ce n'est mon personnage préféré de l'écurie Disney, j'ai très très hâte de me plonger dedans. On est sur des intégrales qui commencent à fleurer un petit peu le old school, hein, vu que là, ça commence à la 10e. Et ça commence aux années 63-64. Donc on est quand même sur des choses qui datent un petit peu, mais qui sont toujours aussi agréables à lire et qui vont faire du bien, qui vont rappeler un petit peu l'enfance quand je lisais le journal de Mickey et tous les Picsou de mon papa. Dans ce même cadeau, j'ai eu le coffret de la dynastie Donald Duck de Karl Barks, pardon. Les intégrales 56-58. Donc là, j'ai eu le coffret avec la 7e et cette cover magnifique avec Mamie Donald. J'ai oublié son prénom. Je peux pas dire que j'aime énormément Donald quand je peux oublier le prénom. Bref, on a quelque chose qui a complètement permis à Donald d'être refondé et à Picsou notamment, vu que Don Rosa se servira énormément des écrits de Karl Barks par la suite pour écrire la jeunesse de Picsou et quelques autres tomes. Donc voilà, 5 très très gros bébés qu'il va falloir que je prenne le temps de lire, mais dont j'aime délecter avec énormément de plaisir. Et oui, vous voyez, les piles là, elles sont assez conséquentes. On part du côté des SP du coup. Alors ça, c'est un SP, on n'en a pas encore parlé sur la chaîne, je pense qu'on en parlera milieu du mois de mars à peu près. C'est si vous lisez ceci, je suis déjà morte, de Matt Kind, Dan McDade, et Bill Crabtree. Matt Kind et Bill Crabtree, on les a vus tous les deux à l'œuvre sur Crimson Flower, qui est quelque part par là, voilà, ici, vous voyez qu'il y a encore du bordel dans la bibliothèque, où c'était Lesniewski qui était au dessin. Je sais pas grand chose de ça, ça a l'air d'être quelque chose plutôt dans le post-apo. Le résumé nous dit Robin est grand porteur, elle embarque aux côtés d'un équipage de Marines américains qui se dirige vers un monde hostile.
appelée Terminus, une planète pleine de merveilles cosmiques et de dieux, entre guillemets, au cœur d'une lutte de pouvoir. Quelques instants après leur arrivée, toute l'escouade est massacrée au cours d'une embuscade, laissant Robin comme seul escapé. Abandonné sur une planète où la langue étrangère et la politique abandonné sur une planète où la langue est étrangère et la politique mortelle, Robin parviendra-t-elle à survivre assez longtemps pour faire la lumière sur ce qu'il se passe et rentrer chez elle afin de raconter son histoire? Voilà, donc de la SF, du post-apo, enfin quelque chose d'assez grandiloquent. Les planches sont merveilleuses. On a quelque chose qui appelle un petit peu à un univers qui fait penser au ici comics, Eerie and Creepy. Un petit côté mignola aussi dans certaines planches. Donc on en parlera très très prochainement sur la chaîne, mais ça promet d'être quelque chose de très intéressant. Autre titre reçu aussi par Delcourt, c'est Edenwood de Tony S. Daniel. Tony S. Daniel, que vous connaissez certainement pour avoir dessiné et scénarisé du Batman, notamment le Detective Comics New 52, donc au début des années 2010, qui était sorti d'ailleurs chez nous, il me semble. Tony Daniel nous livre une histoire fantastico-horrifique où plusieurs enfants se perdent dans un bois et vont être transportés à des époques différentes. Et on va suivre ces enfants sur ces différentes temporalités où ils vont être pris sous l'aile d'un être famélique, fantomatique, qui va essayer de les sauver face à des armées de démons. Alors déjà c'est très beau, c'est du Tony Daniel, à condition d'adhérer au style. Tony Daniel a un style qui fait quand même un petit peu penser aux années 90 maintenant, mais c'est plutôt très beau. Et voilà, j'ai plutôt hâte de me replonger dedans. J'avais vu ce qu'il en était en VO. J'avais pas été emballé, mais plus parce que le floppy VO ne me correspondait pas sur ce genre de récit. Donc à voir ce que ça donnera à la relecture. Mais très très hâte de vous en parler. Ça, je pense qu'on en parle, c'est même pas je pense, c'est je sais qu'on en parle ce mercredi, le 12 mars, avec Comics Play et Histoire Geek. Enfin, dernier service presse reçu, Gone de Jock. Alors ça, j'en ai parlé dans l'épisode 48 d'Encre de Bulle, avec Neo, Isoka et Histoire Geek aussi. Un récit qui partait très très bien, qui était vraiment vraiment ambitieux dans son propos, avec des dessins de Jock vraiment incroyables. Ce qui est, c'est que Jock, ça doit être une de ses premières scénarisations. Il y a eu Dead Knight ou Dark Knight ou un Batman qu'il a scénarisé. Et là, il veut en mettre beaucoup trop, ce qui fait que son récit, il se perd sur des milliards de choses, alors qu'il pourrait être beaucoup plus direct, beaucoup plus intéressant, vu qu'on est sur de la SF et du post-apo avec une lutte de classe. Mais voilà, trop de personnages, trop de fils scénaristiques, trop de ressorts scénaristiques, qui fait qu'on se perd, surtout pour un récit qui tient en 150, 160 pages à peu près. C'est un peu dommage parce qu'il y avait de très très bonnes idées, mais ça prend pas plus que ça. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder l'épisode 48 d'Encre de Bulle. Avant de retourner dans les comics, trois petits achats manga. Vu le prix, c'est pas des si petits achats que ça. On en reparlera prochainement, très certainement, dans Manga Saucisse, quand je serai à jour sur mes lectures. Excusez-moi. Déjà, il y a la Dragon Ball Full Color numéro 7, l'enfance de Goku. Alors, que je regarde un petit peu où on en est. On est sur c'est les épisodes avec le tournoi contre le grand-père de Gohan. C'est l'époque où il va récupérer son nuage. Il va rencontrer Mpampai. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va aller aussi sur le palais des dieux, a priori, ou du moins commencer à y aller. Donc voilà, on avance pas mal, et c'est toujours aussi sympa. De toute façon, Dragon Ball, c'est un manga de mon enfance, mais on en reparlera dans Manga Saucisse très prochainement. On reste sur du manga rétro avec Saint Seiya Final Edition tome 2. Alors ça, je vous en ai parlé sur Manga Saucisse. Je vais voir si j'arrive à accrocher. Je me laisse encore ce tome-là et le suivant pour voir si j'arrive à accrocher, si Saint Seiya est fait pour moi ou pas. Mais le manga, déjà, avec ses personnages de 3/4 qui sont posés tout le temps de cette façon, et je ne remercie pas All Geek de me l'avoir fait remarquer, je ne vois plus que ça. Donc à voir si j'arrive à faire fi du dessin pour aller un peu plus sur l'histoire, mais voilà, on verra. Et enfin, un manga redécouverte, parce que j'adorais le dessin animé quand j'étais gamin,
C'est Dragon Quest, The Adventure of Dai, qui sortent chez Delcourt Tonkam, voilà, Delcourt Tonkam. Donc là, le tome 7, je suis au tome 2, mais je sais que j'allais dévorer très très vite. Donc on en reparlera encore une fois très très prochainement sur la chaîne. Côté comics indé, du coup, une série pareille, vous allez voir, hein, ça va être le maître mot de la vidéo. D'ailleurs, de toute façon, quand vous verrez le nombre de tomes qui sont donnés, vous comprendrez pourquoi. Donc c'est le tome 5 de The Boys par Garth Ennis et Derek Robertson. J'en suis au tome 1, mais j'avais beaucoup aimé. Je fais partie de ceux qui aiment énormément le dessin d'Eric Robertson. D'autres n'aiment pas. Voilà, chacun ses goûts. Hein, de toute façon, il en faut pour tout le monde. Mais j'avais un gros a priori sur la série en lisant le tome 1. Mais voilà, les formats pocket à 10 balles ont été une bonne excuse pour aller dessus. Et finalement, j'ai vraiment accroché. Alors oui, c'est trash, oui, c'est irrévérencieux, mais c'est pas gratuit. C'est pas vulgaire pour faire du vulgaire et c'est vraiment, vraiment prenant comme lecture, donc très très hâte de lire la suite. Une occasion pour le coup là, d'ailleurs j'en ai quelques-unes des occasions, avec un titre très très connu que je n'avais encore jamais lu. Un comics canadien par le scénariste Brian Lee O'Malley. C'est Scott Pilgrim. Alors Scott Pilgrim, j'avais vu le film, j'avais vu la série animée, j'avais encore jamais lu le comic. J'ai eu une occasion à 10 € le premier tome. Merci à toi si tu regardes la chaîne d'ailleurs. Et j'ai adoré ce que j'ai lu, je l'ai dévoré. Donc j'ai très très hâte de lire les 2 autres tomes. Et ça, on vous en parlera dans une émission au concept qui sera pas du tout récurrent, mais qui se rapprochera un petit peu du format qu'on avait fait pour The Crow. Et peut-être qu'il y aura une surprise si j'arrive à avoir ce que je veux dans cette vidéo. En tout cas, voilà, Scott Pilgrim, ça raconte l'histoire de Scott Pilgrim, 23 ans, quelqu'un un petit peu loser, mine de rien, qui vivote de boulot en boulot, et on va suivre ses déboires amoureux, d'abord avec Knives Shaw, qui est une lycéenne de 16 ou 17 ans qu'il a rencontrée, mais surtout avec Ramona Flowers. Et voilà, c'est super fun. Ramona est une personne qui a un passé assez lourd, et où il y a ses ex-petits amis qui se sont ligués ensemble pour affronter les futurs petits amis de Ramona. Et voilà, Scott Pilgrim n'est pas qu'un bassiste dans un groupe de rock, c'est aussi un combattant hors pair. Et voilà, ça va amener des situations rocambolesques assez fun, très très référencé pop et geek culture. Je ne peux que le conseiller. Alors le coffret est à 90 € chez iComics, qui regroupe les 3 tomes reliés full color. C'est vraiment quelque chose que je conseille de lire parce que c'est ultra fun. Dans les occasions, alors ça je l'ai pris parce que 5 €, et quand j'ai vu l'équipe créative, Jeff Lobb, Chris Bacalo, pour un titre sorti initialement chez Vertigo, que je ne connaissais absolument pas, c'est L'Heure des sorcières. Et vous voyez, hein, c'est du sémique, donc ça commence à dater un petit peu, mais ça m'a intrigué déjà pour le prix. Ensuite pour le duo, et puis Chris Bacalo, et n'est pas encore aussi cartoony qu'il pourrait être par la suite chez Marvel. C'est un récit qui date du milieu des années 90, si je dis pas de bêtises, je vais vous confirmer ça tout de suite. Non, 99, pardon, fin 90, sorti en 2004 chez nous. Mais voilà, vous voyez, hein, le souple, ceux qui râlent après le souple, ce floppy a plus de 20 ans, il est en parfait état. Donc si on les entretient bien, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, hein, de toute façon, ça va être lu très très vite. Je pense que je vais le lire avec les 2 services presse reçus pour en parler très prochainement, mais ça m'intrigue énormément. On reste sur du souple, et ça, j'en avais parlé parce que j'avais pris le coffret et le premier floppy, c'est One Hand Six Finger. Ça, j'en avais parlé dans une lecture. Alors le format mensuel pour le coup me convient très très bien sur ce genre de titre, d'autant qu'on va suivre on va suivre 2 intrigues très mêlées l'une avec l'autre. On en a déjà parlé. Côté Ramvi et Laurence Campbell, on va suivre le détective qui est sur un code case dont il est l'enquêteur depuis des années et des années. Et de l'autre, on va suivre le Six Finger, le prétendu criminel, avec ses déboires, avec un style, alors c'est Dan Waters au scénario et c'est Sumit Kumar au dessin, mais un style qui rappelle beaucoup le style de Sean Murphy, ne serait-ce que dans les traits des visages et ce côté un petit peu cartoony. C'est
Un gros coup de cœur. Alors on en a beaucoup parlé déjà sur la chaîne. Hisoka et Lena en ont parlé, Hadas en a parlé, pardon. J'en ai parlé aussi dans mes vidéos solo. Je pense que vous savez qu'il faut aller sur ce titre. Derniers achats, un titre. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Granville, hein? Je crois, hein, j'en ai parlé beaucoup, j'en ai parlé sur une vidéo solo certainement, j'en ai parlé dans le SNGL du tout début février, tout début mars, pardon. Et que dire, Brian Talbot, c'est un génie de la scénarisation qui continue à énormément référencer la culture francophone. Et voilà, je les ai pas encore lus, ça va être lu très très vite parce que de toute façon, ce sont de très très beaux bébés. C'est une lecture coup de cœur, une lecture que je conseille vivement. On est à l'heure actuelle sur 5 ou 6 tomes à 22 € le tome, mais ça mérite énormément le détour. Autre série, parce que on en a parlé courant janvier, si je dis pas de bêtises, ou courant février, on a reparlé d'Aucune tombe assez profonde, ça avait été Hisoka, on avait parlé dans les tout premiers lives de la chaîne où il y avait eu Néo et Nico qui étaient venus, on en a reparlé tous les deux dans notre top parce que ça a été un énorme coup de cœur, donc voilà, et on en a reparlé quand c'est sorti en VF chez Urban. Il y avait un autre titre que j'avais déjà lu dans le format Urban Link, mais qui est un trop bon récit pour que je passe à côté. C'est Middle West, dans ce grand format Urban. Coucou Néo, je pense à toi avec ce genre de format. Et voilà, Middle West, ça raconte l'histoire de ce garçon qui subit trop fortement la colère de son père depuis que sa mère est morte et qui va décider de ne plus être la victime de son père qui est beaucoup trop colérique et se laisse aller à sa colère pour aller être en quête de lui-même, en quête de son identité. On est sur un parcours initiatique, un voyage initiatique qui est rudement bien mené et qui va plaire énormément à tous les parents qui peuvent lire ce titre. C'est d'ailleurs un récit que je conseille à tous les parents parce que on a quelque chose de très fort, de très poignant. Skottie Young n'est pas que l'auteur de I Hate Fairyland que vous voyez d'ailleurs ici. Voilà, on les voit pas bien, mais il y a les 2 tomes qui sont là. Et donc il fait des choses très déjantées sur I Hate Fairyland. Là, il est sur quelque chose de bien plus attachant, bien plus touchant. Et puis voilà, Jorge Corona qui est au dessin avec lui, il fait vraiment des merveilles, sans parler de la couleur de Jean-François Beaulieu, qui est le coloriste attitré de tous les titres de Skottie Young. Bref, c'est un énorme coup de cœur que ce Middle West. Les personnages sont touchants, le petit renard qui accompagne. Alors j'ai oublié le prénom du garçon, hein, vous m'excuserez, mais le renard est très très sympathique. On est sur une fantaisie un peu moderne aussi pour pas mal de choses. Et voilà, non, un énorme coup de cœur, un titre que je conseille très fortement, qui mérite d'être dans les bibliothèques de chaque amateur de BD, quelle que soit l'origine de cette BD. On arrive chez les Big Two. Alors chez les Big Two, ce sera beaucoup plus modeste en VF. Tout d'abord, Nightwing tome 7. Alors oui, je l'ai dit et répété, la fin de la série à partir du tome 5 à peu près, ça commence à se casser la gueule quand il arrive chez les pirates, ça perd un petit peu en densité. Ceci dit, c'est le dernier tome qui me manquait, c'est la fin du run de Tom Taylor et de Bruno Redondo, mais pas que au dessin, parce qu'il y a une flopée d'artistes dessus. Voilà, on a du Marv Wolfman, du Travis Moore, du Michael W. Conrad, on a du Daniele Di Nicuolo, du Travis Moore aussi au dessin et du Howard Porter. Voilà, j'ai envie de voir où va amener la conclusion de ce run, même si au final le début du voyage aura été très intéressant, mais la destination qui peine à arriver, c'est un petit peu décevant. À voir s'il arrivera à se rattraper sur ce dernier tome, mais je crois avoir entendu dire Sofiane plusieurs fois que plus ça allait, pire c'était. Donc j'ai pas trop d'espoir, mais voilà. C'est le dernier tome, ça aurait été bête de passer à côté. Du côté de chez Marvel maintenant, alors j'ai été très déçu par la fin du run de Chip Zdarsky. Je n'aime pas du tout le run de Saladin Ahmed, d'ailleurs je pense que je vais revendre les 2 tomes, je sais pas si je vais attendre si je vais lire le 3e ou pas, mais parce que ça n'avance pas, on est sur un nouveau statu quo qui
où les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas, on reste sur un Matt Murdock, prêtre, exorciste, où on affronte les 7 péchés capitaux qui ont pris possession au fur et à mesure des héros Marvel. Pas bien intéressant au final. Mais on a le run de Roger McKenzie et Frank Miller, et a priori le run de Frank Miller qui arrive en pocket chez Panini. Et je connais très très mal le Daredevil Old School, vu que moi les premiers Daredevil que j'ai lus, c'est ceux de de Kevin Smith, pardon, dans la collection Marvel Knight des années 2000. J'ai enchaîné avec celui de de Bendis, puis de Brubaker, et enfin de Zdarsky. Donc très très hâte de me plonger dans les aventures du Diable Rouge de Hell's Kitchen des années 80, début 90, milieu 80, pardon. Donc très très hâte de me plonger dedans, ça va être très intéressant. Autre titre dont on a parlé sur la chaîne avec les rubriques de G qui nous a fait l'immense plaisir de venir pour sa première participation, c'est les Fantastic Four de Ryan North. Alors, je vous renvoie à l'épisode 47 pour avoir un avis très complet, parce qu'on parle du titre pendant plus de 20 minutes avec G, y a que G d'ailleurs, parce qu'on est les deux seuls à l'avoir lu. Mais c'est un titre qui va diviser. G n'a pas aimé, moi j'ai adoré. Ça peut chafouiner un petit peu certains lecteurs de longue date des Fantastiques, beaucoup moins les nouveaux lecteurs, mais c'est vraiment très très bon. Et désolé si vous entendez taper, il y a un voisin qui s'est décidé de faire un petit peu de travaux. Mais voilà, les Fantastic Four de Ryan North, vraiment très très bon, et très très hâte que le tome 2 sorte en juillet. Et enfin, un titre dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler, donc ce sera l'occasion d'y revenir. Je pense qu'on y reviendra cet été. De toute façon, ça sort au rythme d'une intégrale par an normalement. Et puis c'est la dernière. C'est Howard le Canard de Steve Gerber et Gene Colan. Sachant qu'il y a Frank Brunner, le très talentueux Frank Brunner qui est sur la première intégrale. Vous voyez, là, vous le voyez peut-être pas, mais c'est encore sous blister. Mais Howard le Canard, c'était un titre vraiment très étrange dans le Marvel des années 70. On était quelque chose de bien plus indie au final que Marvel, et c'était très très sympa. Ça commençait sur l'espèce de SF fantastique, fantasy, comme Marvel savait le faire avec les Nexus des dimensions, où Howard est un être d'une autre dimension et qui tombe dans un Nexus et finit par arriver sur la Terre dans les années 70. Et ça va permettre à Steve Gerber de nous livrer un récit cynique, grinçant, glaçant sur la société américaine, avec quelque chose qui, le lire à l'époque où c'est sorti en France, on était en plein remaniement gouvernemental. Il y a Howard qui se présente au présidentiel, et ça datait des années 70, ça datait de 76-77 si je dis pas de bêtises, et c'était encore très ancré dans notre époque, avec ces politiques qui usent de tous les stratagèmes pour se faire bien voir. Vraiment, Steve Gerber est quelqu'un de très talentueux, il le prouve sur Howard le Canard. Ce qui est dommage, c'est que déjà cette intégrale sera a priori la dernière, et surtout Steve Gerber, après le film de George Lucas de 1986, avec un casting incroyable en plus, mais bon, c'est pas le sujet. Quand il a vu l'échec et le navet que c'était ce film, a dit que plus jamais il ne toucherait au personnage. Et effectivement, il est un peu tombé dans l'oubli. On le voit un petit peu dans Civil War, où il y a une très forte mise en abîme de Marvel quant à Howard. Et c'est Chip Zdarsky qui le remettra un petit peu à l'honneur dans début des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010. Voilà, un personnage à l'histoire éditoriale très compliquée, mais dont les premières années sont succulentes, à condition d'aimer un petit peu le patrimonial. Mais de toute façon, c'est beaucoup mieux que ce que fait Marvel sur 95% de leur production actuelle. On continue on arrive sur la fin avec de l'occasion d'abord. Alors, je crois que vous devez savoir que, outre Granville, j'aime aussi beaucoup Green Lantern. Il me manquait quelques titres, on reviendra sur les autres après. Tout d'abord, Tales of the Sinestro Corps War. Tales of the Sinestro Corps, tout simplement. Qui est une annexe finalement à la Sinestro Corps War, où dedans on va avoir quelques récits sur Sinestro, sur
Superboy Prime, c'est pas forcément utile dans tout le run de Jeff Jones, mais il y a des choses intéressantes. Alors on a du Jeff Jones forcément en scénario, du Ron Mars, du Alan Burnett et du Sterling Gates, excusez du peu. Au dessin, on a du Dave Gibbons, du Adriana Milo, du Patrick Blaine, du Pete Woods, du Jerry Ordway, du Michael Lacombe. Enfin bref, on a beaucoup de beau monde pour quelques minis qui sont... Enfin voilà, ça a plus été pris par pur complétisme, ce récit. Mais ça fait partie des rares TPB qui me manquaient. Le dernier qui me manque à l'heure actuelle, c'est le Larfleeze tome 2. Et je sais que je vais en chier pour le récupérer. Côté occasion aussi, une série pareille des années 2000 par Christos Gage et Rafa Sandoval. Un Rafa Sandoval tout nouvellement venu dans le monde des comics. C'est Avengers The Initiative et c'est le tome 5, c'est Dreams and Nightmares qui se déroule pendant l'ère Dark Reign. Voilà, on suivait grosso modo ces jeunes Vengeurs. Enfin, c'est pas les jeunes Vengeurs parce que les Young Avengers sont l'équipe créée par Alan Hanberg et Jim Chung, mais grosso modo une école d'Avengers qui se rappellera après Avengers Academy, qui était plutôt sympathique, qui suivait des personnages qui étaient obligés de se faire recenser suite au Registration Act post-Civil War. Et on nous livrait quelque chose de plutôt intéressant avec un maître de corvée en sergent instructeur, le Gantley qui était aussi un de leurs sergents instructeurs. Enfin bref, c'était plutôt rafraîchissant, plutôt frais, donc très cool de l'avoir. C'est l'avant-dernier tome de la série. J'essaierai de trouver le 6e en occasion aussi, mais c'est une série que je recommande énormément, qui n'est jamais sorti en librairie en France, qui sortait dans les Marvel Heroes de la deuxième moitié des années 2000. Donc si vous avez l'occasion de jeter un œil dessus, c'était vraiment plutôt cool. Autre titre dont j'ai parlé toujours en VO, et là c'est un tome 9 dont j'avais parlé chez Jules et Nico dans le SNGL, c'est Flash Gordon de Jeremy Adams et Will Conrad, pardon. Un tome qui déjà a la bonne idée de prendre le Free Comic Book Deck et le chapitre 0 qui nous permet de réintroduire le nouveau statu quo, où Flash Gordon, dans sa guerre dans ses combats contre Ming, n'a d'autre choix que de faire sauter la bombe que Ming prévoyait d'envoyer sur Terre, sur Mongo, qui aura pour effet de détruire complètement Mongo. Flash Gordon et Ming arrivent à s'échapper, et ils vont se retrouver tous les deux sur une planète très peu recommandable, une planète de combat qui peut faire beaucoup penser à du Planète Hulk, pardon, dans ses débuts, et où Flash et Ming n'auront d'autre choix que de s'associer pour survivre, et c'est très très bon. C'est sorti chez Matt Cave. J'avais lu déjà la série en floppy, vous l'avez vu plusieurs fois dans les stops ou même dans les reviews VO. J'ai tellement aimé que j'ai acheté le TPB. J'avais fait gagner les floppies pendant le SNGL. D'ailleurs, bravo à toi, je te les envoie bientôt. T'en fais pas, les floppies. Mais voilà, très bonne série que j'espère arrivera en France, peut-être chez Delcourt. Mais c'est très bon. On continue sur de l'indé avec pas du tout, on va continuer sur du Big Two avec beaucoup de TPB. Alors déjà les deux derniers qui me manquaient, excusez-moi, j'ai pas bien préparé le tout, les deux derniers qui me manquaient de la série Green Lantern New Guardians, les tomes 5 et 6, donc voilà, j'ai le full set New Guardians. Je le disais, il manque plus que le TPB 2 de Larfleeze que je recherche très activement. Si jamais vous vous en débarrassez, n'hésitez pas. Du coup, voilà, c'est une série qui suit Kyle Rayner et qui est le White Lantern depuis Brightest Day. Donc on suit Kyle Rayner et plusieurs représentants des autres corps des lanternes dans leurs aventures. À la fin du tome 3 ou début du tome 4, il y avait eu un lanterne d'une dimension précédente, un peu à l'instar de Galen Galactus, qui vient d'une itération d'un précédent cosmos, un précédent univers. Là, pareil, il y a une entité lanterne qui revient, qui cherchait à anéantir tous les corps de lanterne parce que de puiser dans le spectre émotionnel pouvait détruire complètement l'univers. C'est ce qui était arrivé dans la précédente itération, donc il cherche à anéantir les différents corps de lanterne pour que l'univers ne soit pas détruit.
et Kyle Rayner va devoir se sacrifier, aller dans derrière un mur. Alors je me rappelle plus exactement le nom du mur pour sauver l'univers. Il ne se sacrifiera pas, même si tout le monde pense qu'il s'est sacrifié. Et on va continuer de suivre ses aventures en solo en tant que White Lantern. Et voilà, j'ai très très hâte de me plonger dedans, même si la deuxième moitié de la série était moins intéressante que la première, ça reste très 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 bon. Côté nouveauté, alors je l'avais dit, hein, j'avais pas été sur les tomes Urban, c'est le Titans numéro 2, toujours par Tom Taylor, celui-ci, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est la fin du run de Tom Taylor, avant que le nouvel auteur arrive. J'ai pas encore lu le Beast World, mais je vais aller dessus très très vite, et voilà, c'était une série plutôt sympa, qui n'a pas plu à tout le monde, mais qui prenait complètement la suite de son Nightwing, où Tom Taylor jouait avec les différents titans. Donc voilà, une lecture plutôt blockbuster, popcorn sympa, donc je vais aller dessus très très vite. Autre série, on avait parlé du tome VF et on n'aura jamais la suite en VF chez Urban a priori, c'est Shazam. Alors là, c'est Mark Waid puis Josie Campbell qui prennent le scénario. Il y a du Emanuela Lupacchino au dessin, du Mike Norton et du Goran Sudzuka. On prend la suite de cette destruction de la maison par Black Adam, avec ce déménagement de la famille et les services sociaux qui viennent voir si la famille Batson s'occupe bien des enfants. On est à la fois sur quelque chose de très soap teen et en même temps sur du super-héroïque, sachant que Billy Batson et Shazam ne sont plus complètement en accord, en symbiose tous les deux, donc ça amène des choses plutôt intéressantes, plutôt fun, comme vous pouvez le voir sur la cover, de toute façon. En hardcover, et une série que j'avais beaucoup aimée, a priori la deuxième moitié est pas aussi bonne que la première, excusez-moi. C'est la JSA de Jeff Jones, donc le deuxième hardcover, avec du Marco Santucci, du Michael Ranin et du Todd Nock au dessin. On va faire intervenir a priori la Légion en plus, donc c'est plutôt cool, sur les aventures de la JSA. C'est le dernier tome de Jones avant qu'il aille complètement s'occuper de son bébé Mad Ghost chez Ghost Machine, pardon, chez Image, et avant la reprise du titre par Ramvi, si je dis pas de bêtises. Bref, c'était plutôt sympa à voir ce qu'il en est. Ça joue entre les dimensions, ça joue entre les générations aussi. Donc très très hâte de me plonger dedans. En indé, et là j'arrive sur les promo pulps, il y en a eu quelques-unes mine de rien, donc je suis tombé sur des TPB à moins de 5 €. Je crois que le plus cher m'a coûté 5 €, c'est un hardcover oversize, donc autant dire que ça m'a rien coûté. J'ai eu 25 €, les 5 ou 6 TPB plus le hardcover. Donc voilà, pas grand chose, et je vais accélérer un petit peu parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. C'est Primos dont j'avais lu le Free Comic Book Day à l'époque, quand Nigmato existait encore, autant dire que ça commence à dater un petit peu maintenant. C'est un titre de chez Awa, j'avais trouvé le propos plutôt sympa, les dessins plutôt sympas. Je vous montrerai quelques planches, je reviendrai dessus de toute façon quand je l'aurai lu, mais voilà, pour 5 €, pourquoi se priver? Et surtout, et ça c'est de la faute d'Isoka, coucou copain si tu me regardes, j'ai pris voilà, j'avais 7 bouquins pour 25 € chez Pulp, dans les soldes d'hiver. J'ai pris les 5 premiers tomes de Wonder Woman par Greg Rucka pendant la période Rebirth, pardon, DC Universe Rebirth. Isoka, on a dit beaucoup de bien, donc très très hâte de me plonger dessus, sachant qu'on a des dessinateurs en alternance. On va avoir du Liam Sharp et du Nicolas Scott au début, puis après du Bulky Sevely et du Mirka Andolfo. Donc excusez du peu, hein, on n'est pas sur des mauvais artistes. Greg Rucka, il montre qu'il a été chafouin du run qui a été fait par Brian Azzarello sur les New 52 et qui veut récupérer un petit peu son bébé qu'il avait écrit avant les New 52. Donc voilà, hâte de me plonger dedans. Il y a quand même 5 tomes plutôt épais, hein, mine de rien, je sens que ça pèse un petit peu dans la main. Donc plutôt curieux, sachant que Wonder Woman, moi, contrairement à Isoka, je connais très très mal. Et enfin, last but not least, comme on dit dans la langue de Shakespeare, un titre, alors j'y suis allé parce qu'il a coûté 5 €. Clairement, il aurait coûté plus, j'y serais pas allé, du Harley Quinn. C'est pas forcément pour moi, en dehors de Mad Love, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, le Batman Day, on avait fait une très belle édition.
Histoire Geek, on a parlé sur la chaîne, c'est le Harley Quinn solo qui est sorti en VF par Karl Kesel et le couple Dodson au dessin et ancrage. Je vous renvoie sur l'épisode où il en parlait. C'est un de ses tout premiers passages dans l'émission d'Histoire Geek. C'est plutôt beau de toute façon, les Dodson, c'est jamais vraiment moche. Est-ce que ce sera une lecture vraiment intéressante? Je sais pas. On est sur un récit des années 2000, donc Harley Quinn est déjà un petit peu établie, même si elle n'est pas encore le personnage que l'on voit de tous les côtés, comme on a pu le voir de tous les côtés dans les années 2010. Là, voilà, on est sur un récit plutôt intéressant. Son avis m'avait plutôt intrigué. Et voilà, 5 € le Deluxe d'ici. Pourquoi ne pas aller dessus? Voilà, c'est tout pour les achats de février. C'est quand même énorme, hein. Si je recompte en enlevant les SP, il y en a 3. Enfin, il y en a plus d'une bonne vingtaine, hein, mine de rien. Donc voilà, n'hésitez pas à, je vous le disais, à vous abonner, liker, partager, à commenter aussi, savoir s'il y a des titres que vous avez aimés, d'autres pas, s'il y a des choses qui vous intriguent. De toute façon, vous aurez une vidéo review lecture du mois de février mi-mars qui sortira pas la semaine prochaine parce que ça va être un petit peu compliqué, je ne suis pas disponible, mais le week-end suivant, où je vous parlerai de toutes mes lectures, certainement de quelques-unes dont on a traité dans l'encre de bulle, mais en version un peu raccourcie, même si là on est déjà à plus d'une demi-heure de vidéo. De mon côté, on se retrouve lundi chez Sofiane, ce soir certainement, parce que je pense que la vidéo ne sortira pas demain, donc demain soir ou lundi soir chez Sofiane pour le lundi des Lévians. On se retrouve mercredi pour d'encre de bulle le numéro 49 avec Comics Play et Histoire Geek. Et puis voilà, on se retrouvera au fil de mes pérégrinations youtubesques pour parler comics ou manga avec les copains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut, salut!